Territory, le podcast cinéma des territoires isolés. You drove here? I'm sorry he stopped teaching the class. I look forward to it.您这熊猫也能去？你去了那什么满洲里，你又能怎么办？ Let's go, let's go. La politique, c'est comme une discothèque. Ici, ils l'ont appelé le paradise, mais ils sont trop cons. C'est une soirée avec le diable. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez un nouvel épisode de Territory. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Bonjour Laetitia. Bonjour Germain, c'est un épisode tout à fait exceptionnel que nous vous proposons aujourd'hui, comme nous l'espérons chaque semaine, mais cette fois plus particulièrement car il se concentre autour d'un film qui ne nous a pas laissé indifférents. Germain, comme à ton habitude, je te laisse introduire. Aujourd'hui, dans Territory, un cinéaste a pris place dans le canapé rouge de notre petit studio. Il fait 30 degrés dehors et pourtant nous avons fait le choix de nous enfermer pour parler d'un film actuellement projeté dans les salles obscures où la climatisation devrait tourner. Notre invité est donc réalisateur mais aussi producteur dans sa société Atelier Documentaire, mot résonnant comme une évidence pour le définir créativement, genre cinématographique auquel il a accroché une certaine volonté créative. Ce titre qui pourrait faire de lui un cinéaste-chercheur à qui nous donnons le mérite d'être ce qu'on aime présenter ici, un spécialiste des territoires isolés. Avec sa casquette de réalisateur, il a entre autres consacré 3 films au monde des gens du voyage, Route de Limoges, Des Français sans histoire et Histoire du carnet. Après Algérie d'autres regards, un documentaire consacré aux cinéastes qui s'étaient engagés dans la guerre d'Algérie, il est retourné tisser un lien intime avec ce pays aux brûlures encore vives. Voilà des années qu'il enquête et qu'il livre de toutes ses forces ce film unique, Les mots qu'elles eurent un jour. À partir d'archives tournées en Algérie par le cinéaste très complet Yann Lemasson, notre réalisateur a construit le récit d'une quête, retrouver les protagonistes de ce qu'il reste de ce moment d'histoire, car le son fut perdu ou certainement censuré. De ces rushs noirs et blancs du passé à cette caméra en plan fixe filmant la couleur au présent, indéniablement, nous ne pouvons qu'être bouleversés par cette œuvre unique, donnant ainsi, d'une certaine manière, la parole aux femmes d'hier, précurseuses d'un discours avant-gardiste, à faire trembler les murs d'une prison où les politiciens se cacheraient, mais dans laquelle elles furent elles-mêmes enfermées. Au-delà de tout, il est indispensable de souligner que ce film s'est vu récompensé et sélectionné dans plusieurs festivals prestigieux, dont Cinéma du Réel ou le Cinémed, ce qui témoigne de la nécessité à son existence. Il est actuellement en salle distribué par JHR Film, dont le catalogue souligne l'exigence d'un cinéma hors norme et souvent ambitieux. À présent, il est temps de donner la parole à notre invité devant un micro qui n'attend que ses mots pour encore plus nous embarquer dans ce cinéma des territoires isolés. Bonjour Raphaël Pilosio, bienvenue dans Territory. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et nous sommes ravis de pouvoir échanger avec toi sur ton nouveau long métrage. Alors on va parler évidemment d'abord des origines. Il y a donc ces archives retrouvées des femmes algériennes qui sortent de prison et qui s'expriment une nuit en 1962, mais le son n'est plus là. Il n'y a pas de trace de leurs identités dans l'immédiat. Et donc avec ce nouveau film, Les mots qu'elles eurent un jour, il y a comme une forme d'hommage à Yann Lemasson, en terminant ce film inachevé, avec tout ce que tu complètes toi derrière, mais peut-être en allant un peu plus loin que ce que Yann aurait pu faire lui-même. Tu nous rends aussi témoin en tant que spectateur de cette quête de reconstruction ou conception. Est-ce que ça faisait partie de tes premières intentions ? En tout cas, moi, dès le début, j'ai voulu travailler sur tous les possibles de ces rushs de 62. Et quand je dis tous les possibles, c'est-à-dire les récits possibles à partir de ce moment qui a été filmé. Et donc, c'était à la fois, et en premier lieu, bien sûr, la question de ces femmes qui ont été filmées en 62. Mais pour moi, ça faisait vraiment partie aussi de cette histoire. Les gens qui ont filmé aussi, donc l'histoire de Yann, l'histoire de Michel Firck, qui a été quelqu'un qui a été aussi important dans la fabrication de ces images. Donc pour moi, dès le début, effectivement, il s'agissait un peu de pouvoir enquêter sur tous les possibles de cette archive, tous les récits possibles qu'on pouvait construire. Parlons des recherches que tu as effectuées pour ce film. C'est vrai qu'il y a un gros travail sur les archives, le fait de créer un lien avec ces femmes, mais aussi de recontextualiser.
Je voulais savoir si tu avais consulté les archives de la prison de Rennes, puisque je sais que la prison de Rennes était le centre pénitentiaire qui accueillait les femmes pour des longues peines. Du coup, je voulais savoir si il y avait eu des recherches là-dessus. Alors moi, j'ai pas consulté directement les archives de la prison de Rennes parce que, en fait, je pense qu'en France, il y a eu peut-être alors je sais pas combien sont passés exactement par Rennes, mais peut-être entre 50 et 60 femmes sont passées par la prison de Rennes, algérienne, ou arrêtées pour leur soutien à la cause algérienne. Il y a eu aussi, qui étaient à Caen à la fin, il y a des femmes qui ont été à Pau, mais rien ne me permettait ensuite de les resituer avec les femmes qui étaient filmées par Yann. Donc du coup, moi, parce que voilà, dans ce genre de film, il faut faire un peu des choix. Et donc, moi, vraiment, le choix auquel je me suis tenu tout au long de l'enquête et de la recherche, c'était de rester au plus près des archives, enfin, de ce qu'avait filmé Yann, des images de 62. Donc, du coup, voilà, j'ai pas été rechercher la liste de toutes les femmes qui sont passées par la prison de Rennes. Ok, ou les informations qu'il y avait sur elles, tu voulais te focaliser sur... ça me permettait pas de les identifier, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elles étaient à la prison de Rennes que derrière, elles avaient pu être forcément dans les images de Yann. Parce que dans les images de Yann, c'est après ce que j'ai découvert aussi en faisant le film, c'est qu'il y avait aussi des femmes qui n'avaient pas été en prison. D'accord. Donc voilà, c'était autrement qu'il fallait s'y prendre. C'est vraiment presque un peu une démarche un peu de ce qu'on appelle de la micro-histoire. Ok. Non, mais je me posais la question comme il y a une histoire avec la prison de Rennes autour des femmes, mais ok. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de la déception de ces femmes qui sont engagées dans la révolution algérienne et qui ont été complètement effacées par l'histoire et littéralement dans le film. Elles ont presque volontairement oublié cette partie de leur vie et on note qu'une de ces femmes a tout oublié mais réagit quand même aux images. Comment on accompagne ces témoignages pour ne pas les brusquer et est-ce qu'elles acceptent ou pas de dire ? Non, mais ce que je dis souvent, c'est que moi j'ai du mal à faire une généralité sur les femmes dans le sens où c'est des destins très singuliers à chaque fois. Donc du coup, moi, dans le film, j'ai retrouvé... il y a à peu près une vingtaine de femmes qui sont filmées. Elles sont presque toutes identifiées. Il y en a 2-3 qui sont toujours pas identifiées. Et après, du coup, on va dire sur ces 17-18 femmes que j'ai identifiées, dont j'ai pu un peu reconstituer les parcours, il y a des destins très différents. Après, sur la question de... L'accompagnement ? Non, j'allais dire sur la question de l'engagement politique de ces femmes après leur libération. C'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui est troublant de par ces images. C'est-à-dire que dans ces images de 62, on voit des femmes qui réagissent à une question politique, qui s'en saisissent et qui affirment, même si on n'a que quelques bribes de ce qu'elles disent à l'époque, mais on comprend qu'elles affirment un désir, on va dire, d'émancipation, un désir de faire partie intégrante de la construction d'une nouvelle Algérie qui va se faire. Et c'est très visible à l'image avec ces images 62, et paradoxalement, c'est peut-être pour certaines le dernier moment où elles peuvent l'affirmer comme ça dans l'espace public, parce qu'après ce sera un pays qui va être marqué par des affrontements politiques entre les différentes sections qui ont gagné de haute lutte l'indépendance. Et du coup, la question des femmes, finalement, elle sera vraiment au second plan, ou troisième, ou cinquième plan. Donc du coup, il y a cet écart qui est manifeste entre ce moment précis où elles affirment quelque chose et ce désir, et ce qu'on sait de la réalité après de ce qui s'est passé pour elles. Mais après, à titre individuel, il peut y en avoir certaines qui ont essayé quand même de s'engager, qui ont continué à une petite échelle individuelle à lutter et à affirmer quelque chose.
Et est-ce que tu as senti du coup Enfin, du coup, j'essaye de différencier, pas faire un ensemble, mais des choses qu'elle voulait pas te dire, par exemple? Non, je pense que celles qui voulaient pas me dire, c'est les femmes que je n'ai pas rencontrées. Parce que par contre, il y a au moins 2 femmes avec lesquelles j'ai parlé et qui n'ont pas voulu me rencontrer. Donc du coup, voilà, celle-ci, effectivement, je ne peux pas savoir ce qu'elle m'aurait dit, mais en tout cas, il y avait des choses qu'elle forcément elle voulait pas dire. Après, il y a aussi une autre femme, par exemple, que j'ai rencontrée que je n'ai pas filmée, qui voulait pas être filmée, mais c'est encore autre chose. C'est-à-dire, voilà, c'est aussi des questions de caractère, de désir de faire un film, de participer à quelque chose, mais elle n'était pas gênée dans sa parole, par exemple. Et c'est quelque chose que tu avais anticipé en te disant c'est fort possible qu'il y ait des femmes qui ne me répondent jamais. Oui, bien sûr. Et te dire, bon, de toute façon, j'aurais fabriqué le film avec ce que j'avais. Tu savais d'avance que tu t'es dit, voilà, je sais qu'il y aura des refus. Bien sûr. Non, mais même c'est un film qui se fabrique avec beaucoup de refus au départ, dans le sens où même pour avoir finalement, et voilà, il peut y avoir plein là, je parle même pas seulement forcément de femmes qui sont dans ces images, mais même de gens qu'on appelle pour essayer d'identifier, pour voilà, pour retrouver. Enfin. Oui, on voit dans le film que c'est un travail d'enquête aussi. Voilà, c'est forcément ce type de film se fabrique aussi avec des refus. Alors après, on fait le choix de les intégrer ou pas, mais par contre. Ils habitent quand même forcément à un endroit, le film. Il y a un moment que tu as fait exister, puisqu'il y a une personne que tu le cites, toi-même tu le dis, ta voix l'annonce dans le film à un moment donné, qui dit voilà, cette personne a choisi de ne pas y être, mais tu l'intègres en fait en disant qu'elle ne veut pas y être. Oui. Donc ça, c'est quelque chose aussi, ça faisait partie de ton idée d'intégrer aussi cette question de refus. Enfin, moi, je trouve très marqué quand même. Oui, je pense que ça fait partie aussi En tout cas, je pense que ça fait partie d'un récit qui documente aussi quelque chose. C'est-à-dire que le refus de quelqu'un de participer à un film ou telle chose, ça raconte quelque chose de cette histoire aussi. Et est-ce que tu as eu peur, je ne sais pas, en cherchant ces femmes, justement, que, je sais pas, il n'y en ait que 2 qui répondent, ou je ne sais pas, de ne pas avoir de matière, quoi? C'est une question qu'on se pose toujours, je pense. Après, c'est une question, en fait, je pense que c'est un peu presque dans un autre sens qu'il faut En fait, ce qui est difficile, c'est à un moment d'arrêter de chercher. Parce qu'on se dit toujours qu'on peut trouver quelque chose, qu'on va rencontrer une nouvelle personne, etc. Et du coup, c'est difficile de se dire, en fait, j'arrête là. Et c'est pour ça que le film il s'est fait aussi sur tant d'années, c'est que, bon, je faisais aussi beaucoup d'autres choses, mais il y avait aussi cette dimension où je me disais, je peux encore trouver quelque chose, je vais peut-être retrouver une autre personne. Et bon, à un moment, on se dit, il faut arrêter. Mais, par exemple, il s'est passé quelque chose d'assez émouvant pour moi la semaine dernière. C'est que j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui me disait, mais vous êtes le réalisateur du film, parce que moi j'ai retrouvé une amie de la famille dans la bande-annonce. Et donc après j'ai été voir cette femme, et c'est effectivement une femme qui est dans les images, et je l'ai emmenée voir le film dimanche au cinéma là. Donc c'était une femme qui était restée à Paris après, c'est pour ça que j'étais pas trop retombé dessus. Ah oui, tu l'avais pas trouvée, quoi. Voilà, j'avais écrit, on m'avait donné une adresse, j'avais pas dû avoir la bonne adresse. Mais donc, du coup, voilà, effectivement, il restait encore peut-être quelques personnes à retrouver. Et puis, du coup, il y a plein de gens qu'elle connaissait, que j'avais rencontrés. Du coup, ça a été assez émouvant de l'emmener voir le film dimanche. Et est-ce qu'elle t'a apporté d'autres informations que tu n'avais pas ? Pas d'informations, mais par contre, voilà, elle m'a dit, voilà, après, que pour elle, ça a été c'était un voyage dans le temps, là, pour elle. Et puis, je pense qu'il y avait un truc un peu dur aussi, parce que elle a été très proche de certaines de ces femmes, évidemment, et presque toutes sont décédées, et voilà, elle se voit un peu, là, du coup, comme ça, il y a eu un effet assez fort émotionnellement pour elle dans la perception du film. De voir aussi que c'était peut-être une des dernières à être en vie, quoi.
On va parler de la bande-son disparue des images que tu utilises à plusieurs reprises. On rappelle que le film a été trouvé sans sa bande-son. Moi, j'avoue que dès que j'ai vu ton film, je me suis dit que c'était un acte volontaire. Je sais pas ce que tu en penses. J'ai pensé que c'était un acte, oui, pour censurer les femmes. Donc, je sais pas, comment tu vois ça, c'est les choses. l'hypothèse de Yann, du réalisateur des images de 62. Moi, j'ai ce truc un peu de me dire, bon, tant que j'en ai pas la preuve, c'est difficile pour moi de l'affirmer de façon catégorique. Et comme j'ai pas réussi à retrouver, parce qu'il y a un grand mystère toujours, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui est pas dit dans le film, mais Yann il récupère ces images parce que quelqu'un les dépose sur sa péniche un matin. Et sans la bande son, sans les bobines son. Et du coup, il y a une grande question, c'est où ont été ces images entre 1962 et 2002 ? Et ça, tant que moi, je n'ai pas retrouvé ou je ne sais pas, c'est difficile pour moi d'avoir une hypothèse vraiment concrète sur qu'est-ce qui s'est passé pour le son. Tu ne veux pas en tirer de conclusion, quoi. On pourrait, mais j'ai vraiment aucun élément tangible qui me permet de dire que j'ai aucune preuve, quoi. Vraiment rien, et même pas le début de quelque chose. Parce que du coup, c'est vrai qu'on ça donne l'impression que le FLN a volontairement censurer ces femmes en faisant disparaître la bande-son. Enfin, encore une fois, c'était l'hypothèse de Yann. Hein, du coup, okay. Elle peut être... voilà, c'est son hypothèse. Moi, moi j'ai du mal à l'affirmer pareillement parce que j'ai pas du tout de preuves. Comme s'il fallait montrer qu'elles étaient allées en prison, qu'elles avaient aussi souffert et que c'était battu, mais en même temps, il faut pas entendre leurs revendications d'indépendance et de liberté, quoi. C'est-à-dire que certaines de ces femmes ont été célébrées depuis 62 comme des anciennes combattantes, mais ce qu'on célèbre à chaque fois, c'est toujours ce passé-là, et c'est jamais qu'est-ce qui s'est passé pour elles après 62 et quelle a été la question de la femme en Algérie après 62. Mais ça s'est arrêté, quoi. Donc elle s'est vraiment arrêtée à une période de l'histoire glorieuse pour l'Algérie. Mais moi, c'était justement quelque chose que je ne voulais pas faire, en tout cas à travers ce matériel qui était là, qui était filmé. C'est-à-dire que pour moi, ces images qui parlaient de l'avenir de l'Algérie en 62 devaient nous inviter à réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé pour ces femmes après 62. Et pas qu'est-ce qui s'était passé avant en tant qu'ancienne combattante. Donc c'est vrai que, comme on disait, il n'y a pas la bande-son, donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail sur la place du silence dans le film. Je ne sais pas si tu veux nous en parler. C'est-à-dire que pour moi, il a été très clair tout de suite que je ne voulais pas du tout ressonoriser ces images, que je ne voulais pas essayer d'appuyer sur du sens avec de la musique ou avec du sound design, ou avec des éléments comme ça. Et que ce qui m'importait, c'était que peu à peu, en les voyant, parfois revoyant, c'est qu'on puisse s'imprégner de ces images, se plonger dedans, les regarder. Et il me semble que la meilleure façon de pouvoir le faire, c'est que ce soit dans le silence. Et du coup, voilà. Et pour moi, ça a été un parti pris tout de suite très clair sur ces images. En plus, c'est vrai que les spectateurs ne sont pas habitués, à l'heure actuelle, encore moins à avoir des silences dans les films. Donc, ça rend le contenu encore plus fort, quoi. Je pense qu'il y a parfois quelques personnes qui sont un peu déstabilisées, effectivement, par ce côté-là. Après, je pense que c'est aussi un film sur... pas directement, mais qui touche à ça. C'est aussi un film sur la matière, image, pellicule... Par exemple, il y a un moment dans le film où on voit beaucoup de claps. Et c'est une façon de rappeler aussi comment on fabrique un film. À cette époque-là, on tourne, on est obligé de couper régulièrement parce que la bobine, parce que si ça ne devient pas intéressant, de toute façon, la bobine, ça coûte cher, et hop, on coupe et on recadre. Et du coup, tout ça, ça fait partie aussi pour moi c'est aussi un film sur la matière filmique. Parce que Yann a donné toutes ses archives à la Cinémathèque de Toulouse. Ok.
Alors, c'est intéressant parce qu'en parallèle du travail que tu as effectué sur ces archives, du temps que tu as passé, parce qu'on sent que tu as passé énormément de temps, de réflexion, de les voir en plus en boucle, et nous, on le vit aussi pleinement dans le film, tu allais faire aussi un travail complémentaire de cinéaste, c'est-à-dire de filmeur. Tu es retourné en Algérie pour faire témoigner ces femmes que tu as retrouvées au fur et à mesure, mais aussi parfois tu allais faire quelques plans d'extérieur, te filmer dans une chambre, dans une pièce en train de lire. Comment t'as... Alors moi j'ai plusieurs questions autour de ça, de cet aspect de fabrication, toi en tant que réalisateur d'aujourd'hui, c'est-à-dire ces images aujourd'hui. D'abord, comment tu as travaillé avec ton équipe en local? C'est particulier d'aller tourner en Algérie. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y a un bureau d'accueil des tournages? Est-ce que tu as des autorisations de tournage? La manière dont tu as travaillé, en documentaire on est souvent en petite équipe, mais est-ce qu'il y a tout ce travail-là qui est spécifique? Alors, déjà, j'ai fait le choix d'y aller sans demande d'autorisation. Donc, j'y allais avec un visa touristique, avec un petit appareil photo et je pense que j'avais un ou deux HF et un zoom. On était vraiment très, très léger. Et comme j'avais un opérateur avec moi, mais donc il y a eu Mathieu Châtelier et Bijan Anctil, mais qui sont aussi des réalisateurs avec lesquels je travaille. Et pour moi, c'était parce que je savais que ça allait être très compliqué là-bas, et je savais aussi que pendant parfois 3, 4, 5 jours, je filmerais pas, parce que c'est pas évident vu que c'est une enquête, on sait pas trop ce qui va se passer. Et du coup, pour moi, c'était plus important d'être avec des gens qui comprennent ça et des amis, plutôt qu'être avec des techniciens. Voilà. Donc on était dans un dispositif de tournage comme ça très minimal. Et on pouvait pas filmer dans la rue. Parce que filmer dans la rue en Algérie, c'est très compliqué si on n'a pas... Enfin, c'est pas possible si on n'a pas d'autorisation. Donc voilà, moi j'ai fait vraiment le choix d'aller sur quelque chose de façon très libre, mais du coup, sans autorisation officielle. Mais je pense que le film aurait été très difficile avec des autorisations, voire impossible. Même sur quelque chose de documentaire où il y a... Je ne pense pas que le film prenne une forme de patrifferie, il montre juste une réalité, c'est-à-dire qu'il vient chercher quelque chose de l'histoire. Alors évidemment, c'est peut-être des choses qu'on n'a pas envie que peut-être aujourd'hui le gouvernement algérien censurerait même eux-mêmes, mais même justement dans cette recherche documentaire, ça serait très compliqué aussi. C'est-à-dire que, en tout cas, peut-être que je me suis trompé, hein, mais en tout cas, moi je me suis dit, ça allait être très compliqué si je vais voir des anciens militants qui sont aujourd'hui, par exemple, ou militantes, hein, qui sont aujourd'hui plus ou moins dans l'opposition, ou ça allait être très compliqué si j'y allais avec quelqu'un qui soit plus ou moins affilié à une idée du gouvernement ou quelque chose comme ça. Alors après, j'aurais pu passer aussi... on aurait pu un peu tricher en passant par des boîtes de prod algériennes, j'en ai rencontré aussi. Mais disons que je me disais que c'était beaucoup plus simple que je sois là, on était deux à chaque fois. Le lien que je créais avec les personnes que je rencontrais, il était direct et c'était entre eux et moi. Du coup, pour moi, c'était plus simple pour tout le monde. Bien sûr. Et du coup, il n'y a pas du tout de bureau de tournage ou de trucs comme... Enfin, moi, j'ai pas du tout été dans ce genre-là de fabrication de films. Ce qui était vraiment pour moi important, c'était de pouvoir faire ça de façon assez libre, avec des contraintes du coup. Et justement, tu évoquais l'aspect technique. Alors, c'est une question que j'allais te poser par rapport à la caméra que tu utilisais. Donc, tu disais que tu avais utilisé un petit boîtier. C'est un 5D. Un 5D, d'accord. Et avec plusieurs focales. Un zoom et une fixe, c'est ça? Non, enfin oui, c'était un zoom. Ouais. Et puis on avait... sinon, quand j'ai dit un zoom tout à l'heure, je voulais dire en enregistreur. Ah, un zoom enregistreur, je pensais que c'était mais effectivement, sur l'appareil, on avait aussi un zoom. Et par exemple, le plan qui est filmé depuis la fenêtre de la voiture, qui est un peu travelling, là, sur le... Je sais pas si on voit une espèce d'esplanade. Ouais, ça c'est à l'arrivée, c'est le chemin entre l'aéroport et Alger-Ville. Donc ça, n'importe quel touriste peut le tourner, en fait. Oui, on s'est dit ça. Voilà. On est comme des touristes. Hein, et personne t'embête, ouais.
Même si tu filmes comme un touriste. Si en fait, à un moment, j'ai voulu faire quelques plans dans la rue. Et du coup, là, je me suis arrangé avec une boîte de prod amis Ouais. où on a fait quelques autorisations pour pouvoir faire quelques plans dans la rue. D'accord, ouais. Il y avait quand même quelques plans. Mais en fait, après, je crois qu'il y en a presque aucun qui est utilisé. D'accord. Je me souviens pas, ouais. Ok. Oui, je sais que j'avais pas beaucoup de plans d'extérieur. Mais par contre, alors moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, je trouve ça très intéressant. Moi, j'aime bien, quand on parle de documentaire, on attend souvent à parler des sujets et on parle pas toujours de l'aspect technique, de la manière de travailler. Je sais pas si ça fait beaucoup d'entretiens ou d'interviews où on te pose des questions sur cet aspect technique, mais moi, je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Justement, là, il y a plusieurs choix que tu fais. Il y a ce choix très assumé des plans fixes. C'est plutôt une caméra qui est assez fixe, qui filme pendant longtemps, qui va de temps en temps un petit peu panoter, etc. Et un choix très numérique, donc avec une caméra numérique. Alors, évidemment, il y a la question de la contrainte, parce que je pense que tu te serais ramené avec une caméra Super 16, on t'aurait dit, oh là, on fait pas de film. Et que j'imagine qu'il y a ça, il y a la facilité. Et ce choix de la couleur, c'est comme si, je sais pas si tu voulais dénoter de ces images du passé qui étaient tournées par Yann Lemasson, qui sont en noir et blanc. Et toi, ces images en couleur, ces images d'aujourd'hui, numériques, en plan fixe. Est-ce que voilà, c'est quelque chose que tu as beaucoup réfléchi ou c'était juste une évidence de le faire de cette manière-là ? Pour moi, c'était évident qu'il fallait pas vouloir refaire la même chose que le 16 employé par Yann dans les images de 62. Donc du coup, pour moi, évidemment, c'était beaucoup plus... Voilà, c'était évident qu'il fallait être en couleur. Et après, sur la question de caméra, là, c'était plus... une question, quelle caméra à l'époque, qui était petite, pratique, et à l'époque c'était le 5D, qui était, on a tourné quand même pas mal de films avec le 5D dans les années 2010, 2015. Donc voilà, c'était assez... le choix, il s'est fait vraiment assez simplement comme ça. Il n'y a jamais eu l'idée de tourner en noir et blanc, ou de rentrer dans un truc de tourner le film en pellicule. Moi, je me suis tout de suite dit que ce serait un peu... ça me semble être une mauvaise idée. Après, il y a des films qui se tournent aujourd'hui en pellicule que je trouve très bien, hein. Mais en tout cas, pour ce film-là, il était plus intéressant de marquer l'écart. Parce que le film, c'est aussi un film qui se construit sur la question du temps. Et comment, en fait, à un moment, en un champ contre champ, parfois, il y a 60 ans qui se passe. Et donc ça, il fallait plus l'assumer complètement qu'avec un artifice artistique qui serait un peu de le gommer ou de faire que l'image se ressemble trop, je crois. Mais on le sent d'ailleurs vachement dans le choix de tes plans, même de tes cadres, la manière tu filmes un peu plus bas quand les femmes sont assises. C'est vraiment parce que Yann filme, il y a une forme de plongée un petit peu dans sa caméra est assez haute, puisque d'ailleurs tu as retrouvé des photos de tournage et on voit que la caméra est assez élevée sur un pied, tout ça. Et toi, tu les filmes vraiment de face, et on sent que tu fais tout pour pas qu'elle regarde aussi la caméra, pour pouvoir vraiment créer un dialogue. Parce qu'on n'est pas avec des actrices, on n'est pas avec des gens qui ont foncièrement l'habitude d'être filmés. Et ça, justement, je trouve que c'est intéressant, la manière dont après, il y avait aussi, très concrètement, la question d'avoir la question de leur regard. Parce que moi, je leur montrais les images aussi. Donc, je les filmais au moment où je leur montrais les images. Bien sûr. Qui étaient souvent sur une petite table devant eux, qu'on arrangeait. Donc, effectivement, il y a un truc où on est un peu à une hauteur assis. On est un peu assis, un peu comme ça. Yann, il avait quand même une problématique beaucoup plus complexe, c'est qu'il avait 20 femmes à filmer. Donc il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont en plongée, un peu en contre-plongée, d'autres en droite. Avec sa caméra, voilà, il bouge beaucoup, mais il était dans une configuration beaucoup plus complexe que la mienne. C'est un tournage dont lui t'a parlé personnellement, beaucoup ou pas beaucoup? Il m'a parlé du tournage, oui, si, on a parlé. Après, il m'a pas parlé du tournage. Je dirais, je sais pas s'il avait un souvenir très très précis du tournage. Il se souvenait on va dire, du contexte, de ce qu'ils avaient fait, de tout ça. Mais voilà, il y a des choses, par exemple, il me dit, et dans son souvenir, il me dit, par exemple, qu'ils avaient regardé les rushs synchronisés. Okay. Et moi, je pense que si ça se trouve, il les a jamais vus synchronisés. Oui, c'est un faux souvenir. Voilà, c'est possible, en tout cas. Parce qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la seule bobine que nous, on ait retrouvée, qui est la bobine qu'il a, elle n'a pas été synchronisée. Donc, je suis pas sûr qu'il y en ait une autre, en fait. Parce que si, en tout cas, ça a vraiment existé, c'est-à-dire qu'il y a une autre bobine synchronisée qui existe quelque part.
Et tu as parlé, par exemple, de comment elles ont pris la parole. Est-ce que certaines voulaient dire ça, des choses en particulier Non, parce que lui m'a dit que c'était de façon... C'était fluide. Ouais, que c'était très fluide, que c'était... Voilà, qu'il y avait beaucoup de... Voilà, d'espoir, d'une parole très, très libre. Après, dans les images, finalement, il y a une vingtaine de femmes, mais il y en a presque, je dirais, 5-6 qui parlent vraiment beaucoup. Et puis les autres qui sont plutôt comparses, qui disent quelques mots, mais il y a vraiment, on sent qu'il y a quelques femmes qui prennent beaucoup plus la parole que d'autres. Il y a cet article de France Info sur lequel on pourrait rebondir. Je vais lire un extrait pour les auditeurs car je l'ai trouvé assez parlant. Ce qui nous frappe dans ce silence surgi du passé, c'est la jeunesse et la beauté de ces femmes, l'expression de leur visage, l'intensité de leur regard. Leur proximité physique, leur complicité et l'espoir qui traverse au-delà des mots ce moment capturé par la caméra de Yann Lemasson. Et c'est vrai que c'est assez marquant, je trouve, dans ces images, de voir que ces femmes sont... Enfin, elles représentent aussi une époque, mais elles ressemblent presque à des actrices italiennes, avec leur chignon et tout ça, presque comme dans un film de la Nouvelle Vague, quoi. Mais donc elles sont toutes très belles et elles partagent tous quelque chose de très fort. Enfin, on voit qu'elles ont vécu des choses intenses entre elles. Et donc, c'est fort de voir que ce que la caméra a pu capter, même du coup sans le son, du film. Est-ce que tu aimerais commenter ces mots ? Ce qui, moi, je pense, c'est une hypothèse pareille, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui est très étonnant dans la proximité de ces femmes. Et je pense que ça, c'est une trace de leur passé en prison. C'est-à-dire que là, elles sortent de prison où elles ont été pendant 2-3 ans, ces dernières années, quand elles étaient en prison en France, dans des cellules ensemble. Mais j'allais demander, ouais. Et donc, du coup, en fait, cette caméra qui les filme et où on les voit dans une très grande proximité physique les unes aux autres, je pense qu'en fait, ça, c'est vraiment une trace c'est presque un moment de la prison qui est encore là devant nos yeux. Oui, c'est ça, c'est comme si c'était toujours en prison, quoi. En tout cas, c'est dans la proximité. Dans cette proximité-là. Et je pense que d'ailleurs, c'est quelque chose c'est peut-être le dernier moment où ça arrive comme ça. Oui, parce qu'après, elles sont séparées. Elles sont séparées, après, elles vont avoir une vie de famille. C'est ça. Donc, c'est peut-être ce dernier moment où il y a cette trace comme ça de proximité physique très forte qui est à l'œuvre à l'écran. En même temps, je trouve que... Je pense particulièrement à celle qui est avec sa petite fille que tu as pu filmer, que tu filmes 2 fois, je crois, si je me souviens bien, dans le film. Je trouvais on sent qu'elle est ultra émue déjà par ce qu'elle voit. Et j'ai le sentiment qu'elle a aussi, je rebondis, ça me fait penser justement à l'article que vient de lire Laetitia, c'est que c'est vrai qu'il y a quelque chose de très beau en même temps aussi de ce passé. Et qu'on a l'impression de le retrouver même, je trouve particulièrement avec cette dame-là, je ne sais pas si tu as eu ce sentiment-là, de dire je suis content de l'avoir retrouvée parce qu'elle a vraiment c'est encore une très belle femme d'un certain âge, on sent qu'elle a de la vie, la petite fille à côté est hyper émue aussi, enfin, on sent que c'est ultra vrai. Et je ne sais pas comment toi tu as ressenti ces choses-là justement en comparaison justement avec ces images du passé. Est-ce que toi tu filmes aujourd'hui avec cette dame, cette grand-mère en particulier? Aujourd'hui elle est grand-mère et c'est très fort. En tout cas, elle, donc ça c'est Madame Malika Korish, et elle était très très émue de voir ces images. C'est-à-dire que elle était dans ce plaisir de découvrir ces images. Et pour moi, ça a tout de suite été évident que le film, il ne devait pas être seulement un endroit de la parole, mais aussi un endroit de cette émotion simple de filmer un visage de quelqu'un qui est ému parce qu'il voit d'autres images. Et du coup, que pour moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre du cinéma, au sens où c'est quelque chose qui ne peut pas exister autrement que dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire en littérature, on ne peut pas le faire à la radio, on ne peut pas le faire... Voilà, ce moment-là, c'est un moment qui n'appartient qu'au cinéma. Et on dirait que tu refilmes un deuxième silence, parce que comme elle ne retrouve pas les mots du passé, on sent que tu laisses le temps, j'imagine que tu as fait beaucoup d'heures
avec elle, laisses je te tourner. pose et on sent que tu laisses tourner justement cette caméra et qu'on se dit, bon, bah, en fait, la solution de les retrouver est une solution, mais n'est pas ce qui nous fera avoir la réponse de. En tout cas, et son manque. voilà, ce n'est pas que par les mots Ouais, que va se jouer quelque chose. exactement. Ça fait transition avec ce dont je vais parler maintenant. On assiste à une scène autour de la lecture sur les lèvres qui est assez impressionnante et fascinante. Tu as demandé à 2 personnes malentendants ou sourds, Ouais. d'essayer de décrypter ce qu'ils disaient sans la bande son. Et c'est assez marrant de voir la différence d'interprétation qu'ils ont eux deux. Par exemple, à un moment, la femme entend en lisant sur les lèvres le mot évolution et l'homme entend le mot révolution. Donc il y a un petit moment assez drôle dans le film sur cette scène. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail très minutieux autour de cette lecture du son? Donc moi j'ai travaillé avec plusieurs personnes qui ont fait qui ont fait de la lecture labiale et après j'ai filmé une séquence avec les 2 personnes qu'on voit dans le film, donc qui sont 2 personnes sourdes et qui en fait on les voit faire des gestes entre eux. Je ne sais pas si vous avez fait attention. En fait ils utilisent quelque chose qui s'appelle le LPC. Donc c'est en fait une sorte de code où ils se lisent sur les lèvres continuellement et avec les mains, en fait, ils désignent les voyelles. Et donc, c'est des gens qui parlent constamment en lisant sur les lèvres. Donc, c'est vraiment des gens qui lisent très, très bien sur les lèvres. Et du coup, pour moi, c'était important à un moment de le filmer et de vérifier quelque chose. C'est que c'était... Même si on comprend assez vite que c'est forcément quelque chose qui est incomplet, parce que dès que quelqu'un tourne la tête, ça devient très difficile de lire, qu'il y a certaines femmes, parce qu'elles n'articulent pas assez, ou parce qu'elles sont toujours en mouvement, elles sont très difficiles à lire. Mais malgré ça, il y a quand même des choses qui arrivent à être lues, et tous les passages qui ont réussi à être lus, c'est toujours des passages où c'est la question de la place de la femme dans la société algérienne qui est en jeu. Donc ça confirmait que c'était vraiment l'objet de ce tournage. Qu'à un moment, je me suis dit, si ça se trouve, c'est un peu autre chose. Elle parle de complètement autre chose. Peut-être pas comme autre chose, mais elle pourrait parler plus généralement de qu'est-ce que avait été leur passé en prison, de leur vie en prison. de qu'est-ce qu'elles souhaitent, dans un sens plus général et pas sur spécifiquement sur la politique et pas spécifiquement sur la question des femmes. Et en fait, là, on voit que c'est vraiment ce dont elle parle. Et du coup, pour moi, ça avait une importance d'attestation. On sent que c'est un travail long et intense avec ces 2 personnes. Et on sent qu'elles deviennent, au fur et à mesure, presque autant accrochées que toi à trouver la vérité, en fait, finalement. De trouver les mots, de trouver ces mots. Et c'est vrai qu'elles étaient très investies. Et d'ailleurs, il y avait aussi un autre sourd qui était derrière, qui ne voulait pas trop être filmé, mais qui donnait aussi un peu son avis. Enfin voilà, il y avait quelque chose comme ça. C'était aussi un jeu, entre guillemets, d'essayer de retrouver. Ils étaient très... je crois que c'était aussi une expérience intéressante pour eux. J'imagine. C'est une idée tardive ou rapidement ça t'est venu à l'idée de dire tiens, je pense qu'il faut que je trouve des gens qui lisent sur les lèvres? Non, je l'ai fait assez, parce que j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre au début. Au début, j'ai travaillé avec une femme qui est orthophoniste et qui apprend à lire sur les lèvres pour des gens qui deviennent sourdes. Ah, d'accord. Pour des personnes qui deviennent sourdes. Mais elle était très bien aussi. Mais j'avais pas au début, j'ai plus travaillé pour essayer d'avancer sur le décryptage des images, mais j'en ai pas fait. J'ai pas tout de suite. Je me suis pas dit tout de suite qu'il fallait le filmer. C'est plus tard après que je me suis dit qu'il fallait le filmer aussi ce moment-là. C'est pas un regret de ne pas l'avoir filmé? Ça va? C'est pas, t'as pas la Non, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il fallait. Je me suis dit, à un moment, c'est intéressant de filmer, mais au début, je me suis pas dit. Ah oui, c'était indispensable de l'avoir. C'était indispensable dans le film. Je me suis dit, au début, je vais déjà voir ce que ça donne. Et c'est après que je me suis dit, en fait, c'est important qu'on voit aussi ce travail à l'image.
Parce que, en fait, si vous voulez, dans une enquête comme ça, il y a toujours la question qui se dit, c'est qu'est-ce que je mets dans le film, ou qu'est-ce que je peux aller directement avec un résultat sans qu'on ait besoin du processus de fabrication ou de recherche. Donc ça, c'est toujours un enjeu, une question qui se résout, en gros, au cours du montage. Et tu as jamais pensé le film, justement, comme s'ils arrivaient à tout lire ce qu'il y avait sur les lèvres? Non, j'ai jamais pensé le film comme ça, alors que, par exemple, je pense que dans l'idée quand Yann a récupéré les images en 2002, je pense qu'au départ, son idée, c'était de voir s'il pouvait ou retrouver la bande-son, ou réussir en fait à tout resonoriser et monter le film à partir de ces images qui auraient été resonorisées. Et bon, je pense que ça aurait peut-être pu être possible, mais je pense que ça aurait été... je pense qu'il aurait manqué vraiment quelque chose. C'est un film qui amène beaucoup à la discussion, comme on est en train de le faire là ici. Et ça, justement, on a une question autour du fait de... Aujourd'hui, ton film est en salle, tu as parcouru aussi les festivals. Comment t'accompagnes ton film entre des séances publiques et des séances à débat? Alors nous, on a eu la chance d'être à une séance à l'équipe de Territory, une séance au MK2 Gambetta avec Edoui Plenel, quand même quelqu'un d'être ultra cultivé, et qui est grand connaisseur de l'Algérie. Et c'est riche d'avoir cette personne, parce que je ne savais pas en plus qu'il était autant connaisseur même du cinéma en tant que tel. Et est-ce qu'il y a des... Il y a justement il y a des séances en région qui sont souvent ouvertes à de grandes discussions, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont... Le public a toujours besoin de réponses. Les films qui laissent... Tu laisses une forme de fin ouverte, entre guillemets. Est-ce que justement, il y a de grandes discussions qui s'ouvrent au cours de séances que là, tu es en train de faire, parce que tu es encore dans la promotion de ton film, justement? Oui, bah, c'est sûr que moi, j'accompagne pas mal le film. Par exemple, cette semaine, j'ai 4 projections en banlieue, Vitry, Ivry, Saint-Denis, Argenteuil. Enfin, donc voilà, moi, je l'accompagne le film. Alors après, moi, et puis il y a plein d'autres projections qui se font avec d'autres accompagnants que moi. Par exemple, cette semaine, au 3 Luxembourg, il y a d'autres personnes qui accompagnent le film, des historiens, d'autres cinéastes, etc. Et je trouve que c'est très bien. Après, je pense que c'est aussi un film qu'on peut voir sans accompagnement aussi, dans le sens où, même si après on a peut-être plein de questions derrière, je pense que le cinéma, c'est bien pour se poser des questions aussi. Donc, voilà. Après, moi, je suis toujours content d'accompagner le film. Après, on ne peut pas toujours être là non plus. Donc, c'est un peu une question de possibilité, de disponibilité. Mais je pense qu'on peut... C'est important qu'on puisse voir le film sans qu'il soit accompagné non plus. Et en même temps, est-ce que c'est pas intéressant en tant que cinéaste d'aller voir en région, c'est-à-dire n'importe où? Nous, on s'appelle Territory, donc on s'intéresse aussi les territoires isolés. Pour nous, c'est tout ce qui est loin des grandes villes, tout ce qui est délaissé, tout ce qui est seconde zone. Est-ce que justement, c'est aussi tout aussi intéressant de faire un parallèle, parce que l'histoire que ton film raconte aussi est universelle, d'une certaine manière, un discours universel sur aussi la place des femmes dans la société en général. Est-ce que justement, c'est toi, en tant que cinéaste, c'est pas des fois intéressant d'aller à tel ou tel endroit et de te confronter à un public qui est très cinéphile ou pas du tout, mais qui va être curieux, qui va être interpellé, qui va être bousculé. L'effet de surprise quand tu vois, t'as retrouvé justement cette dame qui aurait pu être dans le film, mais qui ne l'est pas, et finalement le film peut être vu autrement maintenant parce que t'as retrouvé cette femme après et que tu lui montres aujourd'hui le film terminé. Comment toi tu vois un peu justement les choses de ce côté-là? Non, mais moi je suis... j'ai pas mal accompagné le film, que ce soit au moment de festivals qui ont lieu, voilà, pas que à Paris, un peu partout. Bien sûr. Et j'ai pas mal accompagné le film. Voilà, j'étais à Saint-Nazaire hier, j'étais à Orléans samedi. Enfin voilà, je suis à plein d'endroits. Hein, et les discussions qui ont lieu sont toujours intéressantes. Donc... peut-être que là où il y a quelque chose qui se passe parfois qui est assez nouveau pour moi ou un peu différent, c'est que
dans certaines salles qui arrivent à travailler avec leur public, il y a aussi un public de... Par exemple, j'ai fait une séance à Bondy où il y avait... et d'ailleurs, c'était assez étonnant, j'avais pas remarqué moi, mais l'exploitante m'a dit il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait une trentaine de personnes, mais la directrice de la salle m'a dit, et je sais pas si tu as fait gaffe, il y a 39 personnes, dont 29 femmes, et une vingtaine de femmes d'origine algérienne. Et donc elle était contente que ce public soit venu pour voir ce film, et c'est sûr que du coup il y a quelque chose d'un peu différent par rapport à des discussions qui seraient avec des gens plus cinéphiles qui ont l'habitude de venir tout le temps. Là il y avait quelque chose vraiment qui intéressait ces femmes de par ce sujet vraiment. Et du coup je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire de travail sur aussi voilà, de voir que sur un sujet comme ça peut aussi amener dans la salle de cinéma des gens qui parfois n'y vont plus trop ou n'y vont pas. Il y a une partie de la population française dont nous on parle pas mal dans Territory, qui sont les populations ultramarines. Est-ce que tu sais si le public ultramarin peut ou pourra voir ton film? C'est une question de distribution, j'imagine, mais... Ça, je sais pas du tout. Ça, j'avoue que j'ai pas de... Il n'y a pas eu de projection encore de... Toi, t'as pas fait de projection à la Réunion? Moi, j'ai pas été à la Réunion ou aux Antilles. Et je sais pas du tout comment ça marche, l'exploitation en salle là-bas. Ouais, c'est la même, nous, enfin, d'où ce qu'on sait, hein, parce qu'on a eu un invité programmateur de Universal, donc en plus gros distributeur, mais qui a travaillé chez des petits distributeurs avant. Et c'est vrai que moi, je suis beaucoup interpellé par ce genre de récit, moi personnellement qui connais très bien les territoires et départements d'outre-mer. C'est vrai que certaines populations, justement, sont des Français souvent classés malheureusement de seconde zone parce qu'ils ont une histoire très difficile aussi derrière, mais parce que aussi... la France hexagonale a tendance un petit peu à les mettre au second plan. Et justement, je pense que c'est des récits qui peuvent beaucoup leur parler. Tu vois, tu parlais d'un public algérien. L'Algérie a longtemps été un département français, donc l'histoire des Algériens qui vivent en France sont aussi, ça se pose des questions là-dessus. Et c'est pour ça que je disais que ton film était très universel. C'est que je pense que la population à Mayotte ou la Réunion peuvent être énormément interpellées par ce type de documentaire parce que ça va aussi répondre certainement à des questions qui peuvent se poser en général parce qu'il y a eu de la violence. En fait, ton film parle aussi de violence d'une certaine manière, de la violence sociétale. Mais un peu dans cet ordre-là, à une projection, il y a une femme vietnamienne qui, pour elle, disait voilà, c'est vraiment l'histoire du Vietnam aussi et de toutes ces femmes vietnamiennes qui se sont engagées aussi du côté de l'indépendance, de la lutte pour l'indépendance, et qui après n'ont jamais eu de pouvoir politique au Vietnam. Et elle me disait ça, pour moi, c'est vraiment un écho direct à notre histoire. Oui, c'est universel. Et c'est intéressant parce que tu vois, tu me parles des femmes au Vietnam. Mayotte, dans l'océan Indien, c'est une société matriarcale, donc qui a été fondée sur les femmes. Mais quand on est énormément confronté justement au masculinisme, entre guillemets, surtout dans les années 70, au moment de la décolonisation, Mayotte était déjà territoire ultramarin depuis 1841, mais il y avait tout ça. Et moi, c'est un territoire que je connais, du coup, ton film fait écho aussi à ça parce que nous, on a eu les chatouilleuses, c'est des femmes qui ont justement affronté les hommes politiques des Comores et des pays voisins. Et beaucoup ont été en prison, beaucoup sont mortes. Et donc, moi, je pense que justement, c'est un récit qui pourrait parler. Bon, je dis Mayotte, mais les autres, voilà. On va le souffler à JHR, on va leur dire Je leur dirai. Je ne sais pas du tout s'ils travaillent ce territoire-là ou pas. En fait, souvent, la Réunion, on en parlait justement avec notre précédent invité, Tom Abrahami de Universal, qui nous expliquait justement la manière de travailler, mais même en tant qu'indépendant, quand il travaillait chez un distributeur plus petit avant. Parfois, même, c'est plus facile. Les films, entre guillemets, dits de territoire, marchent parfois un peu mieux. Parce qu'ils répondent aussi à des questions, des envies, justement, de cinéma. Et donc, encore une fois, je pense que voilà, les mots qu'elles eurent un jour reste un film qui peut aussi éclairer des choses sur leur propre histoire. Et encore une fois, les populations ultramarines n'ont pas toujours des réponses à leur propre histoire. Ils ont l'histoire de la France, mais ils n'ont pas leur histoire à eux. Nous, on a installé on parlait de cinéma justement, on installe on a une petite tradition ici autour de la cinéphilie de nos invités.
Et alors, par exemple, nous, quand on voit ton travail, très facilement, on pense à des travaux de Raymond Depardon. J'imagine que c'est un cinéaste que tu dois apprécier. Mais voilà, aussi Lina Soualem ou Laura Poitras. Moi, j'ai un petit peu pensé à ça aussi, par exemple. Est-ce que toi, tu pourrais nous citer des films qui ont marqué ta cinéphilie ? Pas forcément des documentaires, hein, mais et d'autres films qui t'ont aussi inspiré pour ce projet-là, s'il y en a. Mais j'imagine que voilà, tu regardes des films encore aujourd'hui et que ça accompagne ton travail. S'il y a un film par rapport, en tout cas que j'ai toujours beaucoup aimé et qui a vraiment, pour moi, été un film intéressant et important par rapport aussi à ce film-là, c'est le film de Hervé Leroux, Reprise. Donc, je ne sais pas si c'est un film que vous avez vu. Alors, on n'a pas vu celui-là. Donc, il faut vraiment que vous le voyez. On aime bien avoir des recommandations de nos invités. Donc, c'est vraiment un film très, très important. C'était un film qui était fabriqué à partir, où lui, son point de départ, c'est un film des étudiants de l'IDEC, où en 68, des étudiants de l'IDEC vont filmer devant l'usine Vendeur, qui était d'ailleurs, je crois, ici à Saint-Ouen, un groupe de femmes, dont une femme qui dit qu'elle ne veut pas revenir dans l'usine, qui était en grève. Et il y a vraiment cette femme qui est vraiment très cinématographique et comme ça, et qui a une voix, il y a une voix qui est très, très forte comme ça, où elle dit, voilà, je ne retournerai pas dans cette tôle, je ne veux plus retourner là-bas, etc. Et puis autour d'elle, il y a plein d'hommes qui lui disent, mais si, il faut retourner, ça y est. Et Hervé Leroux, il a dit, voilà, je vais essayer de retrouver cette femme. Et donc ça, c'est le film Reprise. Et c'est un film, en fait, à partir de cette image-là, il dresse un peu, on va dire, une sorte de portrait du monde ouvrier et aussi un peu la fin de certains idéaux et de certaines espérances dans la classe ouvrière, 30 ans après les faits. Donc c'est un film que lui, il fait en 97 ou 18, et à partir d'images qui datent de 68. Et c'est un film que j'ai vu à sa sortie, hein, donc il y a 25 ans. Et c'est un film qui a été important pour moi dans mon parcours cinéphilique. Et que tu revois Que j'ai revu. D'accord. Que j'ai revu. Et qui a vraiment un écho assez fort avec... ou mon film, plutôt, a un écho assez fort avec le sien, parce qu'il y a cette question de retrouver des gens qui sont dans un film. Alors lui, c'était entre guillemets plus facile, parce que c'était 30 ans, alors que moi, c'était 50. Mais voilà, il y a quelque chose qui est du même ordre. Tu sais si c'est un film facile à retrouver en VOD oui, je pense que c'est un film. Oui, c'est un film qui... J'aurais tendance à penser qu'il avait été à Cannes en 97 ou 18. C'est possible. Hein. Voilà. Non, mais voilà, dans mon souvenir, peut-être que je me trompe, mais je pense. Le sujet fait très sélection à certains regards. Enfin, c'est le genre de film qu'on a pu voir, un certain regard ou La Quinzaine. Mais du coup, voilà, ça, c'est un film qui a été important. Et tu as une œuvre récente qui t'a plu récemment, qui t'a parlé, qui t'a dit tiens, j'ai l'impression de découvrir, c'est un film qui me bouscule, qui m'interpelle. Alors il y a un film que j'ai vu, je parle toujours sur le volet documentaire, il y a un film que j'ai vu il y a 3-4 ans qui m'avait assez impressionné, c'était le film Babillard de le cinéaste ukrainien, j'ai un trou sur son nom. Donc c'est un film qui est composé à partir d'images d'archives sur les exactions. Qui a déjà fait plusieurs films. Non, mais un grand cinéaste ukrainien. Ah d'accord, ok, on va retrouver. C'est très, ça m'embête d'avoir. Mais le nom c'est Babillard. Babillard. Et c'est un film composé uniquement d'images d'archives. Qui est sorti il y a 3-4 ans. Ouais, il y a 2-3 ans. Au moment du Covid, un peu. Non, alors, il y a 1 an ou 2. Alors. Il y a 1 an ou 2. Ouais, c'est sorti, je pense, en 2023. D'accord. Et qui parle ? Et qui parle de... Donc, c'est que des images d'archives que moi, j'avais jamais vues, inédites, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans cette région
Et c'est assez incroyable comme ce qu'on découvre et ce qui s'y passe. Sur l'armée russe et tout ça? Sur alors il y a une partie qui est sur la reconquête par l'armée russe de territoires qui avaient été avant nazis, et avec des procès aussi de ce qui s'est passé, qui sont filmés comme ça, où on retrouve ces images. Et c'est assez, moi ça m'avait assez impressionné comme film. Eh ben, un film de plus. Ah ouais, Losnitsa. Merci. Sergueï Losnitsa. Ok. Merci à Monsieur Kamrani. Voilà. Merci Monsieur Kamrani à la régie qui nous envoie les informations. Donc le film de Sergueï Losnitsa. Oui, bah, immense réalisateur, évidemment. Ouais. Et quand tu travailles, est-ce que comme tu regardes des films, c'est quelque chose, tu penses à des films où tu te dis non, je coupe complètement parce que je suis dans un film. En plus, là, c'est un film, celui-là en particulièrement, Les mots qu'elles eurent un jour, c'est un film que tu as fait c'est un long processus de fabrication. Est-ce que c'est quelque chose où tu dis, je mets de côté ce que j'aime du cinéma, du documentaire en particulier, ou justement tu te dis, ah tiens, c'est intéressant parce que au fur et à mesure, je redécouvre des films et ça complète mon travail ou pas du tout. Enfin, voilà. Non, mais l'idée pour être bien sûr d'avoir bien compris la question, c'est est-ce que je m'empêche de voir des choses ou oui, tout simplement. Je cherche des choses à voir. Ou tu cherches des choses à voir. Enfin, voilà, c'est une question générale. Je ne m'empêche pas de voir des choses, même si ça peut être proche du sujet. Parce que je sais qu'effectivement, parfois, il y a des cinéastes qui préfèrent ne pas voir d'autres choses. C'est ça, c'est pour ça, exactement. Ou qui ne veulent pas regarder, même qui se disent, voilà, en ce moment, je tourne, là, pendant 3 semaines, je ne regarde pas de film. Alors moi, je n'aurais pas pu faire ça sur 10 ans. Ouais. Je regarde rien. Et voilà, évidemment. Mais par contre... parfois, il y a des gens, effectivement, qui ont peur de voir des films qui sont sur des sujets proches des leurs. Moi, je ne me suis jamais posé cette question-là. Je dirais plutôt que j'aurais tendance plutôt à savoir ce qui se fait, plutôt que pas, même. Après, là, sur un film comme celui-ci, j'avais pas... en fait, il y a eu quelques films sur des militantes algériennes qui ont été faits. Mais qui étaient assez différents, parce qu'ils étaient surtout faits sur le passé de combattantes de ces femmes. Donc c'est des films importants aussi, et c'est important qu'ils existent, mais c'était quand même assez différent de moi, ma façon de rentrer dans cette histoire. Et oui, du coup, il n'y a pas forcément un film... Pendant la fabrication de ce film-là, pendant que tu tournes, tu montes, puisque c'est un long processus, pas des films à un moment donné, tu te dis, ah tiens, c'est marrant la direction qu'a pris ce film-là, ça m'intéresse, et donc du coup, je vais chercher un peu de ce côté-là, ou pas forcément non plus Non, je peux pas dire ça. En tout cas, là, pas sur ce film-là. Sur ce film-là, voilà. Non. Mais sur ce film-là... Tu t'es laissé guider par ton instinct, par ce que tu avais, par le travail que tu as effectué sur ces années, sans forcément, voilà, en disant, voilà, je sais, je vais fabriquer mon film avec ce que j'ai, et comme ça... Oui, disons que j'avais pas Oui, j'avais pas de... Oui, non, je sais pas trop quand je bafouille un peu, mais parce que j'avais pas trop si vous voulez, vraiment, il y a ce film Reprise qui a été important pour moi, mais qui est construit très différemment. Et, par exemple, lui, il évacue très rapidement la question des images, dans le sens où il va voir tout de suite les gens qui ont fait les anciens étudiants de l'IDAC qui ont fait ces images-là. Il parle avec eux, et après, on ne reviendra plus sur la question de la matière-image. Oui, alors que toi, tu ne fais que revenir. Alors que moi, mon film, c'est vraiment un entrelacement toujours entre à la fois les les femmes que je retrouve, les personnes que je retrouve, et les questions. Voilà, c'est une enquête qui est menée sur plusieurs fronts, toujours en même temps. Bah, merci. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Raphaël. Et puis, bonne continuation. Nous, on rappelle que le film Les mots qu'elles eurent un jour, donc réalisé par Raphaël Pilosio et distribué par JHR Film, est toujours en salle.
Et le plus important, c'est d'y aller le plus tôt possible, dès que ça passe près de chez vous, parce que voilà, c'est des films qui fonctionnent au bouche à oreille. Le documentaire, il existe aussi beaucoup par ça. J'imagine qu'il y aura une diffusion télévisuelle prévue ou pas encore ? Rien de prévu pour le moment. Rien de prévu pour le moment. Donc, faut aller en salle. C'est ça. Voilà, faut que le film continue à aller vivre et aller en salle. Mais j'imagine qu'il y a tout un processus longue durée avec des séances débats et tout ça qui sont Oui, il y a des choses qui vont être à l'automne aussi, enfin après les vacances aussi, des projections. Ah oui, après, la rentrée scolaire, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Vous pouvez nous suivre sur la page Instagram @territory-podcast et nous contacter pour des suggestions, des questions, des envies. Vous pouvez nous écrire à cette adresse territory.podcast@shaman-labs.com. Les informations écrites figurent dans la présentation des épisodes sur toutes les plateformes. Nana, Kwaheri, au revoir, Kenavo, bonne journée ou bonne soirée et n'oubliez pas, le cinéma, c'est partout où vous vous trouvez. C'était Territory, un podcast produit par Shaman Labs, Hassan Kamrani, Gérobek et Romain Pourrieux. Réalisation et présentation, Germain Le Carpentier, en collaboration avec Laetitia Bénéat. Composition et création musicale, Fred Auger, avec la participation de Mélanie Roux.